d'antan. Hein, c'était des dizaines de milliers d'humains qui se réunissaient sur des champs vierges et qui s'affrontaient. Hein, c'était vraiment une guerre de force. Aujourd'hui, c'est plutôt toutes les guerres, elles sont tournées avant tout vers les civils. On le voit très bien. Hein, des villes, des pays entiers détruits. Hein, alors qu'il n'y a qu'à regarder les images du début du siècle de tous ces pays. Et de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, comme l'Afghanistan, comme la Syrie, l'Irak, la Tchétchénie. C'était des pays qui avaient connu un essor lors du 19e siècle, où le monde était plus ou moins unifié. Hein. Toutes les grandes capitales de ces pays qui sont détruits aujourd'hui, il y avait un quartier haussmannien. Hein, il y avait une certaine unité et dans la volonté aussi d'émanciper les peuples. Alors que toutes nos guerres modernes que l'on veut labelliser par guerre de civilisation pour trouver un prétexte qui ne serait le fruit que d'affrontements culturels ou religieux, il est totalement dépassé. Hein. Comme vous l'avez cité, le chef du Hamas, le grand chef terroriste, il vit sa meilleure vie à Dubaï ou dans des hôtels luxueux, et lui, il n'y arrive rien. Hein. Donc ça, c'était sur ce terme-là, que pour moi, il est très galvaudé, de guerre de civilisation. Où sont les civilisés? Hein, ceux qui savent se battre, ceux qui n'ont pas peur d'aller affronter leurs semblables. En termes de militaires, je parle, hein, pour les militaires. Hein, où est la gloire à tuer des enfants, tuer des femmes, séquestrer, bombarder à l'aveugle même toutes ces notions de militaire, de valeurs militaires, je veux dire, elles sont totalement dépassées dans nos sociétés. Hein, il n'y a qu'une volonté, des volontés économiques, des volontés totalitaires qui sont avant tout tournées vers les civils. Et en France, on en a eu l'exemple au cours de la dernière guerre, des dizaines et des dizaines et des dizaines de villes qui ont été rasées. Hein, alors, ensuite, ce qu'on assiste surtout là, c'est il y a eu beaucoup de choses dans tout ce que vous avez évoqué, David, aussi, et ça demanderait beaucoup de semaines avant de pouvoir un peu tout décrypter. Mais bon, c'est un peu tout ce marasme là qui engendre des problèmes escaliers, hein, dont on ne voit pas la fin. Par la divergence des valeurs, la divergence des vertus, hein, confrontée à cette convergence des vices, convergence des luttes qui n'ont aucun lieu d'être, en fait, puisqu'elles ne sont pas là pour servir le bonheur des peuples et du plus grand nombre. Ensuite, je voulais parler sur l'attaque du 7 octobre. Moi, depuis 2-3 semaines, je vois vraiment des discours totalement différents de ce que les médias, ici en France et à l'international aussi, hein, un peu comme le Covid. Hein, ils se donnent tous la main dans la même litanie, dans la même propagande. Donc, et ce son de cloches différents, je l'entends surtout venant de journaux israéliens, comme Haaretz, ou du journaliste Max Blumenthal, qui remet un peu en question le narratif sur ces attaques. Le nombre de civils tués. Alors je mets civils entre parenthèses, parce que le plus grand nombre, il y a un chiffre qui était sorti dans le journal Haaretz, qu'il n'y avait eu, je ne vais pas dire que tant de morts, parce que c'est une personne qui décède dans des conditions aussi dramatiques, je veux dire, c'est horrible. Mais qu'il y aurait eu un peu moins de 900 morts lors de l'attaque du 7 octobre, et pas 1400, 1500 comme on nous dit, et que surtout dans ces morts que l'on nous dit civiles, la plus grande majorité était militaire ou assimilée. Donc c'était des personnes qui avaient des armes à leur domicile, qui étaient armées, qui ont eu une formation pour se défendre. Et c'est à mettre aussi en parallèle avec le gouvernement israélien qui a avoué publiquement ces derniers temps, alors je vais vous trouver le titre d'un article, Israël admet avoir tué
certains des siens au festival de musique Nova. Et il n'y a pas que là, parce que j'ai vu d'autres articles où il était cité dans certaines colonies que apparemment, bon, il y a eu, on appelle ça des tiramis, mais ils étaient vraiment dirigés contre les colons israéliens. Alors ne fallait-il pas vraiment un vrai drame pour générer ce drame pour mettre en place cette fameuse politique de Benyamin Netanyahou, hein, qui est largement critiquée par les Israéliens eux-mêmes et leurs représentants, tels que Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, qui demande jusqu'à la destitution de Benyamin Netanyahou. Alors faut-il résoudre le problème israélien, ce que subissent les Israéliens, ou l'effort de guerre que Israël mène en ce moment dans la bande de Gaza contre le Hamas? Faut-il résoudre ça vraiment à l'entièreté d'Israël et de son peuple, ou simplement à la politique extrémiste de Benyamin Netanyahou, qui sert d'autres intérêts, hein, surtout liés à une certaine idéologie que l'on voudrait incritiquable, et qui est très critiquée en Israël, surtout par les communautés les plus fondamentalistes et extrémistes, que l'on qualifie de juifs, les extrémistes orthodoxes, qui sont une communauté très influente et très grande en Israël, très respectée. Tous ces juifs religieux qui sont contre et qui dénoncent clairement le sionisme depuis des années, sur la base de textes religieux, sur la base des faits, des politiques qui sont menées envers le peuple israélien lui-même. Donc faut-il résoudre tout ce problème israélien à la seule volonté d'un État, ou simplement à la réalité qu'il y a un groupe de personnes qui a la main mise sur cet État et qui le dirige vis-à-vis de ses propres intérêts et qui sont représentés par Benyamin Netanyahou. Alors il n'y a pas que Ehud Barak qui dénonce Benyamin Netanyahou, il y a d'innombrables autres représentants du peuple israélien sous divers courants politiques qui le dénoncent aussi. Alors pourquoi ici, nous en France, les médias n'en font pas autant, ne nous en fait pas le relais de la véritable critique de l'opinion publique vis-à-vis de la volonté de l'État, du gouvernement israélien, de la tête du gouvernement israélien. Et je veux dire, tout comme le Covid, comme je l'ai dit, il y a une certaine mainmise de ses intérêts représentés par Netanyahou. Ils ont une mainmise sur les médias à l'international. Et ça s'est clairement vu pendant le Covid. Hein, je pense que tout le monde a pu apprécier toute cette propagande qu'on nous a déversée, à coups de spécialistes sortis de nulle part, et de gens qui ont... Enfin, moi j'ai vu sur certains plateaux, je veux dire, tout le monde a vu tout ça, de toute façon. Hein, et qui est en train de se répéter. On condamne, comme l'a dit Philippe, il y a tout juste quelques semaines, appeler à la paix, appeler à un cessez-le-feu, était vu comme une opinion antisémite. Le sophisme, par excellence. Donc j'ai mis de côté d'autres couvertures, là, mots d'articles. D'autant plus que donc Benyamin Netanyahou a mis en garde ces derniers temps dans la presse, au cours d'une interview, ce que nous faisons à Gaza, nous pouvons le faire à Beyrouth. Je veux dire, il y a clairement une volonté d'étendre le conflit et de s'imposer de s'imposer à leurs frontières, quoi, au-delà de leurs frontières. Cette menace. Ensuite, qu'est-ce que j'avais gardé? Je m'excuse, hein, David, je finis et je vous écouterai. Alors, encore une fois, les seuls qui ont vraiment poussé au niveau international dans un effort de paix et de cessation de cesser les hostilités, ou la défense, hein, parce qu'Israël dit qu'ils se défendent.
Dernièrement, j'ai vu un petit parallèle entre sous les ordres d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, 200 000 enfants sont morts en 5 ans. 200 000 enfants. Ça représente 178 enfants par jour. Alors que là, depuis quelques semaines, sous la pression de Benyamin Netanyahou, on en est à quasiment 5 000 enfants morts en un mois. Alors non, pour Hitler, c'était 148 enfants par jour. Et là, en un mois, on assiste au décès de 178 enfants par jour. En sachant que la Deuxième Guerre mondiale, elle est finie. Alors que le conflit qui a été ouvert il y a un mois, apparemment, il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, tout ça, c'est très grave, ce qui se passe. Et ce qui est encore plus grave, c'est les opinions publiques qui prennent position, alors que les drames se poursuivent. Au lieu de dénoncer toute une volonté sciemment préparée. Hein? Parce que là, je vais citer le magazine The Economist, qui nous fait la grâce de ses couvertures chaque fin d'année. Hein? Je renverrai tous les auditeurs d'aller voir la couverture du magazine The Economist de 2013, où l'on voit clairement des kamikazes palestiniens en deltaplane affronter, se battre avec un deltaplane qui transporte Benyamin Netanyahou avec un bandeau israélien sur le front. Moi, dans les images que j'ai vues sur les attaques du 7 octobre, j'ai pas vu d'armée israélienne utiliser des deltaplanes pour faire quelque chose. Donc, inconsciemment, The Economist nous envoie peut-être le message que toute cette opération était sciemment planifiée par les deux camps. Parce qu'on rappelle souvent, et même dans l'actualité, dans les médias, que le Hamas est une construction de la volonté politique israélienne pour contrer le Fatah de Yasser Arafat. Donc il faut clairement ouvrir les yeux aujourd'hui. Il faut monter en conscience. Il faut sortir de tout ce qu'on nous impose, de tout ce qu'on impose à nos yeux et à nos oreilles. Et j'encourage les personnes d'aller voir la couverture de The Economist de 2024, hein, de cette fin d'année, qui est un peu une annonce à 2024. Je ne me rappelle plus le titre de la couverture, mais c'est ce que nous prépare que va être 2024. Et je vous encourage à aller voir tous la couverture de The Economist 2023. Et vous verrez qu'on arrive à un aboutissement de tout ce qui a été mis en place depuis très 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 longtemps. Hein? Depuis une petite poignée de siècles. Et où certaines cartes, pour ce qui va arriver après 2024, car pour moi 2024 c'est charnière avec la dernière messe mondialiste que vont représenter les JO de Paris 2024, tout est incertain. Et vous verrez sur la couverture de The Economist 2023 qu'il y a énormément de points d'interrogation. Hein? Donc je demanderai, parce qu'il faut qu'il y ait un sursaut des peuples, de la conscience des peuples, une unité des peuples, face à tous ces groupuscules qui manipulent et qui nous divisent depuis des siècles. Et ça, c'est une donnée qu'ils ne peuvent pas contrôler et à laquelle ils placent un point d'interrogation dans leur plan. Et pour contrer cet essor et cette prise de conscience des peuples, ils nous abreuvent de fausses technologies et de gadgets et de divergences idéologiques, de politique. Donc voilà, je suis très remonté, je suis content de vous avoir à l'antenne, David, parce que depuis quelques mois, j'ai pas mal de choses qui viennent et j'essaye de faire un peu une analyse globale
de ce que je ressens de tous ces signaux et toute cette information qui me parvient. Ensuite, je viendrai sur la notion de missile. Vous avez parlé de missiles tout à l'heure. Il faudrait bien s'inquiéter, nous, ici, chez nous, dans notre petit confort en France. Parce que le 20 novembre, il y a 2 jours, la France a mené un essai de tir d'un missile balistique nucléaire, le fameux missile ER-51, qui rentre dans le cadre de notre défense nucléaire, suprématie nucléaire. Donc il faudrait bien s'en inquiéter, parce que nos concitoyens dans leur région, en pleine nuit, ils se sont étonnés de voir une traînée lumineuse. Certains enfants ont dit à leurs parents, papa, maman, la lune, elle est bizarre. Hein, parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre ciel, au-dessus de nos têtes. La mort a plané. On a assisté à une répétition du donneur de mort, de ce fameux missile. Donc commencez à vous demander pourquoi tout cela se passe sans incidence. Hein, si ce n'est pas un peu à cause de tous ces petits colibris qui ne veulent pas se saisir de leur existence et du devenir de leur descendance et de ceux à qui ils doivent transmettre. C'est très grave. D'autant plus que ce missile, bon, moi j'avais vu depuis déjà 2-3 semaines sur certains réseaux qui allait se produire cet essai, hein, ici en France. Mais il y a aussi quelque chose qui est annoncé. C'est pour demain. Que demain, le 23 novembre, la France devrait réaliser un tir nucléaire pour assurer sa capacité à mener une frappe. Donc à quoi allons-nous assister demain? Moi je me pose la question. Puisque la France, elle a mené d'innombrables essais de tirs nucléaires dans le monde, hein, en Outre-mer, dans les îles, je ne me rappelle plus, Mururoa, je crois que c'était, et ainsi que dans le désert algérien. Donc pour assurer sa suprématie nucléaire vis-à-vis des autres pays, hein, cette fameuse, ces fameuses guerres étatiques, alors qu'ils travaillent tous la main dans la main. On le voit de plus en plus. Comment la France va s'y prendre pour réaliser un tir de missile? Pour faire exploser une charge nucléaire, pour prouver au monde qu'elle a la capacité de se défendre. En sachant que ça fait déjà 2-3 jours qu'elle a réalisé le tir du fameux missile qui porte cette charge nucléaire. Donc là, je pense qu'on arrive à un tournant et tout est fait pour noyer les opinions, pour les conditionner dans des impasses intellectuelles, hein, alors que le plan se passe tout tranquillement. Voilà, ben écoutez, je vous remercie encore, David. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Je vous écoute et je vous remercie encore pour votre présence à la radio et pour la mémoire, pour ce que vous représentez et ce que vous continuez à perpétuer pour la mémoire de Didier Deplage. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Voilà, c'était Gabriel sur 95 de FM Radio ici maintenant. Alors, déjà vous le savez, vous pouvez nous écouter par plusieurs applications Amazon. Il s'appelle Alexa. Dès que je prononce son nom, puisque nous l'avons ici, il va commencer à diffuser. Application Google, application Radio France. Vous pouvez le mettre Radio France sur votre téléphone portable, mais pour les deux autres, vous devez acheter l'appareil que vous pouvez acheter de nous à 50-60 euros au lieu de 100 euros. Appelez Alexa. Après, vous êtes tranquille chez vous. Il fait le réveil, il fait toutes les radios, toutes les musiques, toutes les informations. Regardez par exemple, je vais vous faire un essai. Alexa, radio ici et maintenant. Radio ici et maintenant sur TuneIn. Mais où se retrouvent les morgues
Vous voyez, dès que je prononce le nom, Alexa, et je demande radio ici maintenant, il va commencer à nous diffuser radio ici et maintenant, c'est-à-dire ce qu'on fait actuellement. Cette appli est très intéressante et une fois que vous le payez, ça y est, il est toujours chez vous. Vous pouvez écouter toutes les radios, toutes les informations, tout. Et également sur plusieurs sites internet. Vous voyez, il est en train de parler. Alexa, arrête s'il te plaît. Il comprend tout. Après, vous avez plusieurs sites internet. Radioparis.net avec votre internet. France-opinion.info, etc. Alors, nous sommes écoutés partout dans le monde. Nous sommes écoutés. Nos auditeurs, c'est tellement large, ça dépasse des millions actuellement dans le monde entier, grâce à tous les moyens de diffusion. Aucune comparaison par rapport à ce qu'on était avant avec ceux que nous sommes aujourd'hui. Mais seulement, vous savez, les gens qui sont en dehors de la France, ils ne peuvent pas nous appeler. Alors, il faut qu'on pense quelque chose. Sinon, nous sommes écoutés partout dans le monde, puisque toutes ces applications d'Amazon ou de Google ou d'autres sites Internet, c'est mondial. Vous êtes dans n'importe quel village dans le monde, que vous avez l'accès à l'Internet, il y en a partout maintenant. Nous sommes écoutés et les gens, ils vous écoutent. Vous aussi, vous pouvez donner les références que je viens de vous donner, même par le téléphone portable, les gens ils peuvent nous écouter n'importe où, ils peuvent vous écouter quand vous êtes en train de parler, vous exprimer, vous avez des amis de la famille partout dans le monde, vous leur dites et ils vont vous écouter. Voilà, vous voyez, c'est tellement facile et simple. Alors, mes amis, je suis ravi que vous pouvez intervenir, je vais rester encore quelques minutes si vous avez des choses à dire, ça sera avec plaisir, mais une chose que vous devez noter s'il vous plaît, ça vous le notez. Regardez, aujourd'hui encore dans ce conflit, que c'est un règlement de compte des pays arabes ou musulmans avec Hamas aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça, vous ne le savez pas. Il y a énormément de secrets que vous ne savez pas. Et moi, je n'ai pas le temps, je ne vais pas vous dire tout et tous, je veux que vous compreniez vous-même. Voilà. Mais une chose que vous devez savoir, même Benjamin Netanyahu, qui a des procès, qui a eu des problèmes, qui a des manifestations par des milliers de personnes contre lui, qui est une grande personnalité de pouvoir, de l'armée, sont contre lui. Tout ça, c'est beau, on sait. Mais lui, ce n'est pas déclenchant de la guerre. Lui, ce n'est pas la cause de la guerre. Ils ont déclenché la guerre, déclenché la guerre, et lui, il était obligé d'entrer. Et c'était bien pour lui, puisqu'ils ont fait en sa faveur. Tous les procès, tout ça, ça arrête, mais soyez sûr certain, si la guerre sera terminée demain, toutes les contestations contre Benjamin Netanyahu, ça reprend en Israël, puisque Israël, c'est démocratie, vraiment, c'est démocratie. Hein? On ne tue pas là-bas comme les Palestiniens qui se tuent entre eux, comme les Arabes, comme les pays musulmans qui se tuent entre eux. Là, c'est démocratie, on parle. Seulement, vous avez des rares assassinats comme Yitzhak Rabin par les intégristes, mais on ne se tue pas. Ça, c'est déjà, vous devez le comprendre. Et deuxièmement, que je veux vous dire, cette guerre, je vous ai dit, il y a la question de Gaza et son gaz qui n'ont pas pour le exporter. Et dernière chose encore, je veux répéter. Aujourd'hui, ici et maintenant, depuis 40 ans, sur cette antenne, depuis 70 ans, 75 ans, c'est les Palestiniens, eux-mêmes, pas le peuple, là. Le peuple, c'est ignorant. C'est les dirigeants qui jouent et qui gagnent de l'argent sur le peu et martyrisation de leur peuple. Ils ne méritent pas. Israël, il a rendu plus service aux Palestiniens que les dirigeants palestiniens. Seulement un jour, si vous pouvez aller en Israël, interviewer les Arabes en Israël, vous allez voir qu'ils travaillaient tranquillement là-bas, ils touchaient leur salaire, les Juifs très gentils avec eux, comme des frères et tout ça. Il n'y avait pas de problème. Mais les Palestiniens,
au lieu de donner du travail à son peuple, qu'est-ce qu'il donne? Kalachnikov. En plus, Haniyeh, il a dit, quand vous êtes massacré, c'est bien pour son business, parce qu'il augmente le chiffre d'affaires. Il ne faut pas être imbécile dans la vie. Tout à l'heure, un ami, il m'a envoyé quelque chose de Pakistan. Je l'ai mis sur mon site, mon page de Instagram. Il y a plusieurs pages Instagram, Facebook à mon nom. Mais vous devez trouver celle qui est correcte, que je suis dedans. Par exemple, David Abbassi, quand vous tapez sur Instagram, il y a 40-50 000 abonnés. Ça, c'est beau, voilà. Vous pouvez aller le voir, ce que je vais vous dire. Il m'envoie de Pakistan un ami. Il dit récemment, en Pakistan, on a dit, voilà, dans le désert, on va planter des arbres pour améliorer patati patata. Ils ont allé dans le désert de Pakistan, ils ont planté des arbres. Alors, il y avait un mufti, ayatollah, un imam, un clergé, connard vraiment. Je ne sais pas quel intérêt il y avait l'intérêt dedans toujours. Il avait dit, pourquoi ils sont allés là-bas planter des arbres là-bas? Si le Dieu, il voulait des arbres dans le désert, lui-même, il pouvait faire pousser les arbres. Pourquoi ils ont fait ça? Allez, arrachez tous ces arbres. Et le film, vous le voyez dans le film, les sauvages, c'est les sauvages, ces gens-là. Ils attaquent dans le désert du Pakistan, je ne sais pas c'est quel quartier, et ils sont en train de arracher les arbres un par un, et ils dansent et ils chantent, et ils sont très contents, et ils disent Allahu Akbar. Ces gens-là, c'est des cons. Toi qui es intelligent, tu as étudié en France, en Algérie, en Maroc, en Jordanie, vous connaissez 1 plus 1, ça fait 2 au moins. C'est quoi l'intelligence, c'est quoi ce monde-là? Vous ne tombez pas dans le piège de ces gens-là. Alors Hamas, le peuple qui se fait tuer, c'est des gens qui tombent dans le piège de propagande de Haniyeh. Le peuple musulman, en totalité, c'est des êtres humains, gentils, savants. Il y a plusieurs pays musulmans, plusieurs milliards de musulmans. Tous ne sont pas Hamas. Tous ne sont pas Hamas. Une partie comme Hamas, l'enfant qui a perdu son père quand il est grand, il devient Hamas. C'est rare que les enfants de martyrs prennent le côté de la vérité. Comprenez ça, mes amis. Soyez sages, intelligents et réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez. Quand tu plantes le mal, c'est le mal qui va pousser, repousser. Soyez sûr certain. Ce sont les Arabes, les Palestiniens, les chefs, qu'ils ont donné la totalité du territoire d'Israël que vous voyez aujourd'hui. Ce sont eux qui l'ont donné. Ils ont déclenché des actes terroristes, patati patata, il a attaqué, il a gagné. Vous comprenez? Et ils ne sont pas allés chercher d'abord la guerre. C'est ça que vous devez le comprendre de n'importe quelle religion, de n'importe quelle tendance, de n'importe quelle idéologie. S'il vous plaît, écoutez ça. Et devenez intelligent. Et surtout, cette antenne est là à votre service. Il vous donne la parole, mais la parole intelligente, humaine, à part de la jalousie. Quand vous voulez parler, vous exprimer sur n'importe quoi, quelques points doivent être réglés dans votre tête. 1. Calculez si ce que vous êtes en train de dire, ça sort de jalousie ou non. C'est votre jalousie? Tu n'as pas de travail, l'autre il a le travail. Tu ne peux pas inventer, l'autre il a inventé. Tu n'as pas de voiture, leur voiture est mieux que toi. Tu dois tâcher, travailler, tu peux obtenir. Moi je vous dis une chose, si on travaille, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Tu vas devenir millionnaire, tu vas devenir millionnaire. Tu peux devenir millionnaire, mais ce n'est pas dans 1 an, 2 ans.
Il faut travailler, il faut programmer. Il faut programmer comment tu t'attaques, combien tu gagnes par mois, l'année prochaine combien, l'année prochaine. Si tu es salarié dans un établissement, jamais tu ne vas pas devenir millionnaire. Mais si tu vas devenir millionnaire, comme ton voisin, comme l'autre, tu dois programmer ta vie, accepter des risques, entrer dans le champ, avoir l'intelligence, avoir patati patata patata. Bon, même moi, je suis salarié, je touche 1 000 euros, 2 000 euros. Avec ça, je suis content si on m'augmente 50 euros. Jamais tu ne vas pas devenir millionnaire. Alors, je ne dois pas être jaloux de celui qui travaille plus, il gagne plus. Et beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, réfléchissez de le fond des choses. Pourquoi jamais ils n'ont pas respecté les déclarations des Nations Unies pour 2 États? Pour 2 États, ce sont eux qui n'ont jamais respecté, pas l'Israël. Israël, toujours, il a donné du travail aux Palestiniens et ils gagnaient bien leur vie, le voiture, la maison et tout ça. Je vous assure, ce n'est pas des histoires. Allez-y chercher pour savoir. Les hôpitaux, lui, il était terroriste, signorait, en prison, il avait tué des gens. Il est malade, ils vont l'entrer dans le meilleur hôpital d'Israël, ils vont le soigner. Après, il va être libéré par un échange, 1700 prisonniers contre Gilad Shalit, et il devient patron de terroristes. Et maintenant, même moi, je pense que lui, il est assassiné, il est tué, il n'existe plus, s'ignorait. C'est Ali Khamenei qui parle à son nom. Comme Hebatollah Akhondzadeh, on dit qu'il est patron de l'Afghanistan, il est le chef d'Afghanistan, mais il n'existe pas, il a été assassiné. Mais on dit, voilà, c'est lui. C'est lui. Parce qu'un jour, George Soros, quand il était à Paris, il a déjà 30 ans. Il donnait un discours. On a parlé ensemble à ce sujet. Sur certains sujets, on a parlé à ce sujet. Il a dit, moi, un jour, tu vas voir, je vais être capable de mettre une carotte, que cette carotte va gouverner le monde, va gouverner le pays. Une carotte, moi, je suis derrière. Joe Biden, aujourd'hui, il voit Kamala Harris. Il dit, ah, c'est ma femme. Première femme des États-Unis. Vous avez vu, il y a énormément de films, de vidéos. Il ne se sent pas bien, Biden. Mais il est président de plus fort État du monde. C'est pas lui qui gouverne. C'est des autres. Alors c'est pas Benjamin Netanyahu qui a voulu cette guerre. Ils l'ont déclenché, alors il a profité pour rester au pouvoir. Mais soyez sûr et certain, après la guerre, le procès contre lui, ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Mais soyez raisonnable dans vos analyses, s'il vous plaît. Et cette question d'antisémitisme, être contre les juifs, c'est ça, sortez de votre tête. Sortez de votre tête, s'il vous plaît. Pensez à l'amitié. Comme nos amis, ils ont dit, depuis des siècles et depuis toujours, les juifs avec les arabes, les musulmans, c'était le meilleur copain, meilleur ami. Meilleur ami. Moi, je connais énormément de juifs algériens, tunisiens, surtout algériens, qui ont quitté l'Algérie en disant, aujourd'hui même, il a 70 ans, 80, je ne sais pas combien, il dit, si je suis vivant, c'est grâce à mon voisin, mon ami musulman, puisqu'il est venu, il m'a averti, il m'a dit, on va attaquer ta maison, on va te tuer, vas-y, viens, je vais te faire sortir. Ils sont comme ça, ils étaient comme ça. Actuellement, si vous êtes comme ça ici à Paris, en France, ailleurs, l'amitié entre le peuple, ce n'est pas la guerre de pétrole, la guerre de puissance mondiale, qui ne croit pas ni en Dieu, ni en aucun religieux. C'est ces gens-là qui gèrent le monde. Soyez intelligents, mes chers amis. Intelligents. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais.
venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu sanglotes, tu t'es mis à présent qu'à sonner l'heure des adieux à jamais. Mais je suis au regret te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine. Alors, d'ici quelques minutes, restez là. Branchez-vous à votre radio ici maintenant. D'ici quelques minutes, je vais vous diffuser une vidéo de presque 1 minute. C'est en anglais, mais vous pouvez le comprendre. Comprenez, enregistrez, pour que vous sachiez ce qui se passe dans le monde. D'où il vient tous ces guerres, tous ces massacres, tous ces assassinats, toute cette haine. Soyez attentifs. Dans quelques minutes, je vais le diffuser. J'avais déjà diffusé plusieurs fois, mais cette fois-ci, écoutez-le attentivement. C'est en anglais, mais vous le comprenez. C'est même si vous ne comprenez pas anglais, il y a 10 secondes de cette vidéo, 15 secondes que vous allez le comprendre. Restez à l'écoute, s'il vous plaît, mes amis. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu bénis à présent qu'à sonner l'heure des adieux à jamais. Et je suis au regret de te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée, et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître, où nous
nous aurions pu vivre insouciants et nus. Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la, All the financial titans and philanthropists. Elle était maquillée accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout de serre à la ceinture femme. La, 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 la. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo, cherche du regard. Alors, Eddie Michel, excusez-nous, hein, puisque j'ai promis de diffuser quelque chose pour nos amis. C'est le moment. Je vous prie de l'écouter. Prime Minister of Malaysia said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. It's easier for him to blame an outside force than to admit that they were mismanaging their economy and their currency. The French finance minister talked about hanging speculators from lampposts. Soros says the Asian currencies would have collapsed even if he hadn't been in the market. They were overvalued. He says people tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I Make cannot money. and do Écoutez. not look at the social consequences of what I do. To understand the complexities and Vous avez contradictions entendu, in his il dit que moi je suis là pour faire l'argent. Les conséquences, je m'en fous. Écoutez bien. so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago to parents who were wealthy. Écoutez bien, c'est son enfant. Il dit comment il était. When the Nazis Écoutez bien. occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a 1944, successful lawyer. He lived 1944. on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. Oui. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death Vous savez que George Soros, on dit c'est d'origine juive. Mais vous allez écouter ici, c'est très important, ce qui va These are changer pictures la from tête. 1944 of what happened to George Écoute. Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched Il dit Holocauste à l'époque. That was Nazi, il était en train de massacrer les Juifs. Et toi, tu regardais. when my character was made. in what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Non. Bien, écoutez. Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish,
And here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, Écoutez bien. I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, Il ne peut pas of course I répondre. wasn't doing Il it, est coincé. but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had Écoutez no role in taking away that. ce qui va suivre. So I had Écoutez no bien, sense non, of guilt. écoutez. Are you religious? No, Do you believe in God? no. Vous avez écouté? À la fin, il dit, est-ce que toi, tu es religieux? Il dit non. Tu crois en Dieu? Il dit non. C'est George Soros, patron de Biden, patron de plus de 100 pays actuellement dans le monde. Et avant, le journaliste célèbre américain, ça fait 30 ans de cette interview. Il le pose la question, il dit au moment que les Juifs étaient en train de massacrer par les nazis en 1944 et tout ça, toi tu étais là, confié à une famille chrétienne, tu regardais, et en même temps, parce que la famille qui en avait confié, il travaillait avec les nazis, avec le commissariat, il envoyait les convocations porte à porte pour les Juifs à l'époque. Il dit, tu ne regrettes pas tout ça? Il dit non, non. Alors, mes amis, c'est ça le problème que vous devez le comprendre. C'est ça. Philosophiquement, vous devez comprendre ça. George Soros travaille en Iran, il travaille dans plus de 100 pays, et c'est une force économie et philosophie politique mondiale. Si vous ne comprenez ça, pas ça encore, alors s'il vous plaît, allez-y, faites des recherches à partir de demain. Vous venez, quand vous voulez parler des choses comme ça. Écoutez de nouveau ça. Il dit, est-ce que tu crois, tu es religieux? Il dit non. Est-ce que tu crois en Dieu? Il dit non. Vous voyez? Écoutez. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. Voilà, mes amis. Vous avez entendu? C'est ça l'histoire. Alors, si un musulman, un chrétien, il fait des choses, nous devons condamner la totalité de ce peuple. Au Moyen-Âge, il y avait des crimes. Au Moyen-Âge. Est-ce que c'est Jésus était responsable? Jésus, il vivait 1000 ans avant le Moyen-Âge. 1000 ans avant, 1000 ans après Jésus, on a commencé à tuer les gens au nom de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui est responsable de ça? Responsable du Moyen-Âge, est-ce que c'est Jésus? La plupart de vous, vous ne saviez pas ça, peut-être vous pensiez que c'est Jésus, mais Jésus était 1000 ans avant Moyen-Âge, les massacres. Hein? Et beaucoup d'autres exemples comme ça. C'est ça dans la philosophie, on dit, vous devez chercher l'origine des choses, origine, et la cause. La cause de cette guerre aujourd'hui n'est pas Israël, n'est pas Benjamin Netanyahu, c'est la mondialisation, ils ont imposé à l'Israël, et c'est les terroristes Hamas, les mouvements terroristes, vous savez très très bien comment ça a été fondé, et vous savez très très bien comment les mouvements terroristes, ils gagnent plusieurs milliards de dollars les têtes en haut, et les imbéciles en bas. Alors aujourd'hui, si on a l'antenne à parler, profitez de éclairer les imbéciles qui ne deviennent pas l'échelle de Ismaël Haniyeh et les autres. Les Palestiniens doivent devenir intelligents, ne deviennent pas esclaves, aveugles, fanatiques d'un connard qui se met dans un palais Mash'al ou Haniyeh, et il boit du vin, il boit du whisky. Il y a des photos, hein? Il y a des photos, je ne sais pas si vous les avez vues ou non, ils font tout, et ils font massacrer leur peuple. Ce sont eux.
les collaborateurs avec la mondialisation négative. Voilà mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM.